Apparemment, en ce moment, c'est la mode de la dark romance chez certains lecteurs. J'ai donc décidé de vous parler de la dark romance originelle, c'est-à-dire Justine ou les malheurs de la vertu du marquis de Sade. Si je peux d'emblée vous donner un conseil, ne lisez pas ce livre. Sauf si vous avez une forme de curiosité morbide ou d'envie de connaître quand même un gros classique de la littérature comme moi, mais franchement, vous le regretterez un petit peu. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de Justine ou les malheurs de la vertu de Sade, que j'ai lu récemment et sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire, qui a été une lecture traumatisante, mais malheureusement j'ai trop de recul critique pour bien me rendre compte que c'est un livre très bien construit et très intéressant à étudier. Donc on se mettra un peu dans cette dynamique-là pour parler de ce que j'ai pensé de Justine ou les malheurs de la vertu. Pour en parler, je vais faire un peu comme la vidéo sur Rachilde, donc je vais vous présenter d'abord le marquis de Sade pour ceux qui ne le connaissent pas, et ensuite je vous parlerai par partie de ce que j'ai pensé de ce livre-là. Il n'y a pas de divulgation de la fin, il n'y a pas de spoil, et de toute façon, Sade c'est vraiment toujours la même chose, c'est-à-dire de la torture puis des discours philosophiques sur le libertinage, et ça recommence en boucle. Le marquis de Sade, c'est un auteur du XVIIIe siècle, donc 1740-1814, qui a été voué à l'anathème, donc c'est une forme de réprobation religieuse, pour ses écrits érotiques et violents. C'est à partir de son nom qu'au XIXe siècle, on a formé le mot sadisme que tout le monde connaît aujourd'hui, et qui vous en dit déjà beaucoup sur la teneur du livre dont je vais vous parler. Le XVIIIe siècle, pour faire un point très rapide d'histoire littéraire, c'est le siècle du libertinage, entre autres. Le libertinage, c'est un courant à la fois philosophique et littéraire qui a deux aspects. Un aspect ludique, donc qui est centré sur le plaisir, et un aspect intellectuel, où donc les libertins revendiquent la pensée libre, l'athéisme, l'affranchissement de la morale religieuse. Si vous voulez découvrir le libertinage de façon beaucoup plus soft qu'avec Sade, qui est vraiment horrible à lire, je vous conseille deux gros classiques du roman libertin, qui sont évidemment Les liaisons dangereuses de Laclos, qui est le roman libertin le plus soft que vous pourrez trouver de tout le XVIIIe siècle, et ensuite La religieuse de Diderot, qui est un très bon roman hyper intéressant et qui partage beaucoup de thèmes et de motifs avec Sade. Des thèmes dont je vais parler aujourd'hui et qui vous permettront aussi de mieux comprendre La religieuse si jamais vous voulez lire La religieuse. Sade, c'est un auteur qui a fait plusieurs séjours en prison et la préfacière de mon édition en parle, Béatrice Didier. Elle écrit dans la préface donc à propos de Sade et de ses séjours en prison. Son drame, celui de Sade, est spatio-temporel. Il est enfermé dans un espace ridiculement étroit et obsédé par l'immensité de l'espace par-delà les murs, de cet espace où les autres hommes se meuvent librement. Il est en proie à un temps à la fois rétréci par la monotonie des habitudes, par le fait qu'il ne se passe rien, et immense parce qu'indéterminé, sans autre issue que la mort, lorsque la liberté est devenue une éventualité plus qu'improbable. La raison notamment pour laquelle il fait des séjours en prison, c'est l'affaire des petites filles qui a lieu en 1774. Je vous mettrai des screens parce que je ne vais pas entrer dans les détails. Mais après cette affaire, Sade est arrêté à Paris en 1777. Puis il sera emprisonné au donjon de Vincennes et ensuite à la Bastille. C'est en captivité qu'il commence à écrire, donc en prison, et il s'en prend majoritairement à la religion et à la morale qui sont les raisons mêmes finalement de son enfermement. Pour vous donner une petite idée, il commence donc par écrire Les 120 journées de Sodome en 1785, qui est un de ses livres les plus connus. En 1787, il écrit Les infortunes de la revue, qui est revu et publié un an après sa libération, donc en 1791. C'est un livre que son éditeur veut, je cite, bien poivré, et c'est un livre aussi, c'est assez important, dont Sade va renier la paternité, donc il va refuser d'admettre que c'est lui qui a écrit ce livre. C'est un livre aussi qui a eu trois versions différentes, donc Les infortunes de la vertu en premier, ensuite Justine ou les malheurs de la vertu, et après La nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu, quelque chose comme ça. Ce qu'on remarque d'une version à l'autre, c'est que les scènes de torture sont de plus en plus longues et de plus en plus poussées, et qu'en fait il pousse vraiment à bout ce système de répétition de la violence. Après la mort de Sade, ses ouvrages ont été saisis et donc tout ce qui était trop licencieux a été brûlé par la police. C'est donc
évidemment un écrivain assez controversé, mais je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Mais avant de vous en dire plus, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est l'histoire de Justine tout simplement. On a donc deux personnages qui sont Justine et Juliette, qui sont deux sœurs. Au début du livre, leurs parents sont morts et donc elles sont sorties de force du couvent avec très peu d'argent et aucun contact dans le monde. Juliette, la grande sœur, va choisir la débauche pour survivre, mais Juliette, elle, est beaucoup trop enchaînée en quelque sorte par sa vertu, attachée à sa vertu plutôt, et elle va être enlevée, torturée, agressée, sans jamais abandonner son idéal de vertu qui vraiment la guide du début à la fin. C'est un livre qui est vraiment plein de cruauté extrême. Je ne vais pas vous lire les passages horribles, mais tout au long de la vidéo, je vous ai mis des illustrations pour que vous représentiez un petit peu le genre de scènes qui ont lieu, sachant que toutes ces scènes, évidemment, se font sans grand consentement de la part de Justine. Toujours dans sa préface, Béatrice Didier rappelle que le choix de montrer la violence part chez Sade d'une envie de faire l'apologie du crime et donc de fonder une société dans laquelle le crime serait permis. Elle cite donc Sade qui écrivait notamment « La destruction étant une des premières lois de la nature, rien de ce qui détruit ne saurait être un crime. » Il écrit aussi « Le meurtre n'est point une destruction, celui qui le commet ne fait que varier les formes. » Et Béatrice Didier commente « Après avoir distingué deux sortes de cruauté dont l'une n'est que de la brutalité, Sade vante l'autre espèce de cruauté, fruit d'une extrême sensibilité des organes, qui n'est connue que des êtres extrêmement délicats, et les excès où elle les porte ne sont que des raffinements de leur délicatesse. » Donc cette cruauté, elle est donnée à voir comme quelque chose qui en réalité traduit un raffinement, un goût pour un plaisir précis et accru. Et donc selon Béatrice Didier, ce choix de répéter inlassablement la violence, c'est le produit même finalement de son enfermement, et la seule solution en serait la révolte. C'est ce qu'elle écrit donc. Il n'est qu'une issue pour sortir du cercle infernal de la répétition, c'est la révolte. Seule réponse à l'absurde que figure l'éternel retour. Ici, on a déjà quelque chose qui tient directement de L'homme révolté de Camus, donc il explique que pour sortir de l'absurde, la seule possibilité qu'a l'homme, c'est de se révolter. Et la révolte sadienne, donc, elle va prendre la forme de l'écriture du mal. Sade se répète, et pourtant, chaque fois, il veut tout dire. Pousser le langage jusqu'à sa limite la plus extrême, jusqu'à l'intolérable, l'indicible. Et ce qui est intéressant, c'est que cette question de la répétition, on la trouve aussi dans le roman lui-même, puisque Justine raconte son histoire à des gens à qui elle ne devrait pas raconter son histoire, mais elle raconte sans cesse son histoire et ce qui est en train de lui arriver et ce qui ne cesse vraiment de lui arriver. Et quand elle raconte, donc toujours en essayant d'apitoyer finalement son auditoire, elle dit notamment « Le reste serait une répétition, la monotonie de ce séjour en jetterait sur mes récits. » Et donc il y a une volonté pour Justine qui cherche à apitoyer de ne pas se laisser prendre en fait dans ce système de répétition qui est la base même du roman sadien, et qui dit quelque chose aussi du fait que cette répétition finit par empêcher toute forme de pitié ou de registre pathétique. Donc comme si à force d'entendre ou de lire en fait toutes ces scènes de torture, on finit par être complètement désensibilisé à ces scènes-là. Et même moi, par exemple, en lisant, il y a des moments où je me disais, bon, là ça va, c'est moins pire que ce que c'était avant, donc ça va, elle se fait juste saigner, c'est moins grave que ce qui lui arrivait avant. Et vous en arrivez à un point où en fait votre échelle de violence devient beaucoup plus basse ou beaucoup plus haute, enfin vous avez compris, vous n'avez pas du tout la même base d'appréciation de la violence, puisque à force de répéter le mal, Sade vous habitue tout simplement au mal, donc il essaie un peu de forger votre morale ou votre éthique autour d'une nouvelle division bien-mal. Avec Justine, donc, Sade nous montre ce que ça fait réellement de vivre avec la répétition. On peut y voir une forme de réécriture du mythe de Sisyphe, notamment avec un passage dans lequel il écrit « Madame de Gernande, épuisée et vivement sollicitée par la nature à des réparations perpétuelles, mangea beaucoup. » Donc ici, vous avez une victime qui, en fait, souffre, donc se fait torturer, puis doit se réparer, donc comme Prométhée. Plus que Sisyphe, c'est vraiment très prométhéen dans ce passage-là. Donc le corps de la femme qui a été torturée, violentée, doit se reformer, se réparer avant d'être à nouveau torturée. Et donc on a cette idée toujours de cycle, de répétition et de torture qui recommence, donc de pousser son caillou jusqu'en haut de la colline pour ensuite que ça retombe et ensuite recommencer ou se faire dévorer le foie.
et son foie repousse pendant la nuit, et ensuite se refaire dévorer le foie. Donc c'est toujours cette même idée, cette idée qui était celle donc de la mythologie grecque, que l'enfer c'est la répétition. L'enfer, c'est le fait de ne jamais pouvoir sortir de quelque chose qui ne cesse de se répéter. Le problème pour Justine, c'est que toute forme de révolte lui est complètement impossible et empêchée. Contrairement à Sade, Justine, elle, ne peut pas écrire. Et à chaque fois qu'elle raconte son histoire pour apitoyer quelqu'un, ça finit par se retourner contre elle, puisque cette personne va être, au contraire, excitée par cette histoire. Le récit pathétique, donc, ne cesse de devenir érotique. Et en fait, on se rend compte que Justine ne peut pas se révolter parce qu'elle ne maîtrise pas, justement, le langage. Elle ne comprend pas que ce qu'elle raconte comme étant pathétique puisse être interprété comme de l'érotique. Et donc elle s'oppose complètement à la jouissance libertine, qui est aussi une jouissance langagière. Vous verrez dans Les Liaisons dangereuses notamment le fait que les deux libertins, qui sont les personnages principaux, plus que prendre plaisir dans leurs aventures amoureuses, ils prennent plaisir dans le fait de raconter ces aventures et de raconter leur conquête à d'autres libertins, donc de se partager entre eux ce qu'ils ont réussi à faire, ce qu'ils ont réussi à corrompre. C'est là que le libertinage du XVIIIe siècle trouve toute sa joie, c'est dans le fait de raconter les aventures érotiques, de raconter les conquêtes à un autre libertin, donc à quelqu'un qui partage en fait votre langage. Donc Justine, oui, c'est un récit qui est le fruit de l'enfermement de son auteur, mais finalement, qu'est-ce que c'est vraiment comme texte ? La première manière dont on peut lire Justine ou les malheurs de la vertu, c'est comme un conte de fées. Donc comme si ce roman était en fait un récit d'avertissement destiné aux enfants, évidemment c'est pas le cas, mais qu'on pourrait lire comme un récit d'avertissement, comme l'étaient les contes de fées au XVIe siècle. D'une certaine manière, Justine, c'est un roman d'avertissement destiné aux jeunes filles, pour leur apprendre à se méfier du monde en général et plus particulièrement des hommes. J'ai repéré quelques éléments qui permettaient de faire cette lecture de contes de fées du roman. D'abord, le fait qu'on a des personnages qui sont très typiques, donc des personnages types. Dès les premières pages du roman, on a la description de Justine, et en fait la manière dont elle est décrite vous dit tout de suite quel genre de personnage c'est, puisque le portrait mentionne son ingénuité, sa candeur qui devait la faire tomber dans bien des pièges. Justine a un air de vierge, de grands yeux bleus, plein d'âme et d'intérêt, une peau éblouissante, une taille souple et flexible, un organe touchant, des dents d'ivoire et les plus beaux cheveux blonds. Voilà l'esquisse de cette cadette charmante dont les grâces naïves et les traits délicats sont au-dessus de nos pinceaux. Vous avez ici la couleur blanc qui inonde vraiment la description et qui vous dit déjà qui va être Justine. Tout simplement, Justine va être une page blanche, l'épitome même de la naïveté, presque une allégorie qui n'est là que pour représenter la naïveté la plus pure, la vertu la plus absolue. Et on retrouve ça confirmé beaucoup plus loin quand un certain personnage dit, en s'adressant à Justine, « Vous êtes assurément la fille la plus infortunée qu'il y ait au monde. » On a donc un personnage type et on a beaucoup d'éléments des contes de fées, notamment dans tout ce qui est spatio-temporel. On a des brigands, on a des fuites miraculeuses, on a des châteaux, on a le fait que le personnage n'a pas de parents, donc il n'y a pas d'autorité parentale dans le texte. Et puis on a évidemment la grande naïveté du personnage principal qui est là pour montrer justement les conséquences du fait de ne pas se méfier. On trouve plein de références à la typologie des contes. Donc par exemple, on a un endroit qui s'appelle la route Sainte-Marie-des-Bois, donc avec la référence à la forêt qui est le lieu typique vraiment des contes de fées. Ensuite, on a un passage dans lequel Justine discute avec un libertin et elle lui dit « Mais l'homme dont vous parlez est un monstre ?» Il lui répond « L'homme dont je parle est celui de la nature » et elle lui dit « C'est une bête féroce. » Eh bien, le tigre, le léopard dont cet homme est, si tu veux l'image, n'est-il pas comme lui créé par la nature et créé pour remplir les intentions de la nature ? Le loup qui dévore l'agneau accomplit les vues de cette mère commune, comme le malfaiteur qui détruit l'objet de sa vengeance ou de sa lubricité. Ici, on a le loup, tout simplement, donc la bête féroce qui est l'adversaire de n'importe quel enfant dans n'importe quel conte. Et puis, dans un épisode vers la fin, Justine est enfermée chez un homme qui prend plaisir à saigner sa femme et toutes les femmes. Et c'est un homme qui est décrit comme engloutissant des repas vraiment gargantuesques. On peut retrouver dans cette figure-là la figure de l'ogre, qui est aussi une figure typique des contes. On a donc plein d'éléments en fait qui font du roman quelque chose qui ressemble en fait à un conte. On a même une lecture morale qui nous est donnée par l'auteur, évidemment pour se protéger et aussi par ironie.
Le début du texte, c'est une lettre de Justine qui écrit notamment « Oh, combien ces tableaux du crime me rendent fière d'aimer la vertu, comme elle est sublime dans les larmes, comme les malheurs l'embellissent. » Ce qui est dit et ce qui va être répété à la fin, c'est que la raison même de montrer le mal et la violence, c'est de renvoyer le lecteur vers la vertu. Et c'est ce qui arrive au personnage qui écoute l'histoire de Justine, puisqu'on a à la fin du livre ce passage. « Ô vous qui répandîtes des larmes sur les malheurs de la vertu, vous qui plaignîtes l'infortunée Justine, en pardonnant les crayons peut-être un peu forts que l'on s'est trouvé contraint d'employer, puissiez-vous tirer au moins de cette histoire le même fruit que Madame de Lorsange. Puissiez-vous vous convaincre avec elle que le véritable bonheur n'est qu'au sein de la vertu, et que si dans des vues qu'il ne nous appartient pas d'approfondir, Dieu permet qu'elle soit persécutée sur la terre, c'est pour l'en dédommager dans le ciel par les plus flatteuses récompenses. » Donc Sade vous met ça entre les mains et vous dit, vous devez l'interpréter comme un récit moral, quelque chose qui vous ramène vers la vertu, qui aurait un effet en quelque sorte de catharsis. Et la présence même de cette morale vous montre que c'est une forme de conte qui a pour vocation d'édifier donc le lecteur moralement. Cependant, évidemment, c'est pas vraiment le cas, et on a plein de signes d'échec de cette édification dans le livre, parce qu'en fait, si le lecteur est censé apprendre quelque chose, le personnage, lui, n'apprend jamais rien, mais alors vraiment rien du tout. Donc, à la page 306, après avoir vécu des horreurs et s'être rendu compte normalement qu'à chaque fois qu'elle s'adressait à un homme pour lui raconter son histoire, ou même juste qu'un homme était à côté d'elle, c'était très mauvais signe, il lui arrivait des choses horribles, mais là, elle voit un homme qui vient de se faire cambrioler, qui est allongé sur le bord de la route, et elle ose nous dire « Je ne pus vaincre l'extrême désir que j'éprouvais de me rapprocher de cet homme et de lui prodiguer mes secours. » Puis elle décide évidemment de lui raconter toute son histoire, et c'est là que ça tourne mal comme d'habitude. On a ici une mise en échec totale du projet supposé de Sade, puisque toutes les personnes qui écoutent l'histoire de Justine finissent par non pas se tourner vers la vertu comme elle aimerait que ça se passe, mais par être excitée à la violence et donc vouloir en rajouter encore et toujours une couche sur ce qu'elle a vécu pour augmenter en fait toute sa violence parce qu'en se racontant comme victime, elle se donne finalement comme la victime idéale. On peut donc lire avec un peu d'ironie ce que lui dit son dernier auditeur, qui, quand elle lui dit qu'elle a donné trop de détails et qu'elle devrait peut-être en donner moins, donc donner moins d'images de violence, il lui répond « Oui, nous exigeons de vous ces détails, vous les gazez avec une décence qui en émousse toute l'horreur, il n'en reste que ce qui est utile à qui veut connaître l'homme. On n'imagine point combien ces tableaux sont utiles au développement de son âme. Peut-être ne sommes-nous encore aussi ignorants dans cette science que par la stupide retenue de ceux qui voulurent écrire sur ces matières. » Et donc, d'un côté, on a cette volonté de mettre en avant une lecture morale qui est évidemment ironique, mais elle est quand même là. Et de l'autre côté, on a l'échec complet de l'édification de Justine, qui, donc, comme j'ai déjà dit, n'apprend jamais rien, et ce qui lui est reproché même par un personnage. « Quoi, tu ne t'es pas encore assez puni de ta sagesse et de tes faux principes ? Quelles infortunes veux-tu donc pour te corriger ? Quels exemples te sont nécessaires pour te convaincre que le parti que tu prends est le plus mauvais de tous ? Et qu'ainsi que je te l'ai dit 100 fois, on ne doit s'attendre qu'à des revers quand, prenant la foule à rebours, on veut être seule vertueuse dans une société tout à fait corrompue. » Donc finalement, on peut s'interroger sur la véritable morale de l'histoire. Est-ce que c'est cette morale que Sade nous donne sous la voix de Justine, ou est-ce que c'est la morale des libertins qu'ils essaient d'inculquer à Justine, qui, elle, ne comprend jamais rien et n'apprend jamais rien ? On a donc deux éducations qui se font en parallèle, une qui est un prétexte de la part de l'auteur pour publier finalement cet ouvrage, et l'autre qui est donnée comme le centre névralgique même du récit d'apprentissage de Justine. C'est cette mise en regard de deux éducations différentes qui va faire passer ce texte de l'image d'un conte moral, donc à visée d'édification morale pour des jeunes filles, à un récit d'éducation libertine, l'éducation jouant un rôle vraiment très présent dans les romans libertins du XVIIIe siècle. Vous le verrez si vous lisez ou si vous avez lu La religieuse de Diderot et Les liaisons dangereuses de Laclos, l'éducation est un thème vraiment central dans le mouvement du libertinage parce que c'est la manière de propager finalement cet art-là ou cette pensée-là.
Et c'est justement dans le fait de convertir l'autre à son propre mouvement, donc de la conquête à la fois amoureuse, érotique, intellectuelle, que passe le véritable plaisir du libertin. Comme on l'a vu, il y a donc une tentative d'apprentissage qui se met en place vis-à-vis de Justine dans ce roman, puisque sans cesse les libertins tentent de la faire adhérer à leur cause. Finalement, on a vraiment une forme de voyage initiatique ou de Bildungsroman, parce que en même temps que les libertins tentent de l'apprivoiser, on a ce crescendo de la violence, comme si finalement Justine au début était simplement introduite au libertinage, puis qu'elle allait le découvrir de plus en plus en profondeur et donc de plus en plus cruellement. C'est un voyage initiatique qui semble échouer, mais on va questionner l'échec même finalement de ce voyage initiatique, parce qu'on a des moments où en fait Justine nous donne l'impression de passer de l'autre côté et de se mettre à comprendre finalement les opinions de ces libertins. Elle dit par exemple, après avoir écouté tout un exposé d'un des libertins sur ce qu'est le libertinage et pourquoi le crime est juste, quoique l'esprit de Clément fût encore dans l'enthousiasme, voyant néanmoins ses sens beaucoup plus calmes, j'osai, répondant à ce qu'il venait de dire, lui reprocher la dépravation de ses goûts, et la manière dont ce libertin les justifia mérite, ce me semble, de trouver place dans les aveux que vous exigez de moi. Le fait même ici de dire que ces paroles en fait ont de la place dans le récit et de rapporter sans cesse entre les épisodes de torture la manière dont les libertins justifient leur libertinage, c'est déjà une manière de transmettre ces idées-là et c'est déjà une manière d'approuver finalement leurs idées puisqu'elles ne cessent de leur donner du crédit et de les exposer dans toute leur intelligence, toute leur logique. On a aussi un peu plus loin, quand elle arrive enfin à s'échapper d'une énième prison de torture. « Ô Dieu, me dis-je au désespoir, n'allons pas plus avant, restons là. C'est un avertissement du ciel. Il ne veut pas que je poursuive. Mes idées me trompent sans doute. Le mal est peut-être utile sur la terre, et quand la main de Dieu le désire, peut-être a saint tort de s'y opposer. » Donc on a vraiment une évolution dans ce que dit Justine de ces théories libertines et surtout dans le crédit qu'elle semble leur donner, parce qu'elle en arrive à certains moments très ponctuels évidemment à dire que peut-être c'est elle qui a tort et peut-être qu'elle se trompe de chemin et peut-être que la vertu n'est pas finalement la voie qu'elle devrait adopter. Évidemment, le crescendo de violence n'est pas seulement là pour montrer l'apprentissage de Justine, mais surtout pour mettre en pratique dans le texte la pensée libertine et surtout la manière dont fonctionne le plaisir libertin. On voit ça notamment dans une scène où elle décrit tout ce qui est en train de se passer et qui est absolument horrible et elle dit donc à la personne à qui elle est en train de parler: « Oh, madame, jamais rien de pareil n'avait encore souillé ma vue, et quelles que soient mes descriptions antérieures, ceci surpassait tout ce que j'ai pu peindre, comme l'aigle impérieux l'emporte sur la colombe. » Ici, le choix de faire en fait ce crescendo dans la violence participe évidemment d'une volonté de renouveler les moyens de choquer le lecteur, donc tout ce que je disais sur la désensibilisation, le fait qu'au fur et à mesure, vous commencez à intégrer que certaines violences sont acceptables, et donc il faut renouveler sans cesse la teneur de ces violences pour continuer finalement de choquer et de mettre le lecteur même juste un peu mal à l'aise. Mais il y a aussi un parallèle avec le fondement même du libertinage, cette variation et cette intensification de la violence pour augmenter sans cesse le plaisir. Donc c'est ce que font les personnages et c'est ce qu'expliquent à plusieurs endroits les libertins dans le texte. Ils disent qu'ils ont vieilli et qu'au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ils ont besoin de plus en plus de violence pour prendre du plaisir. Donc on a chez les libertins comme chez le lecteur cette forme d'habitude en fait qui se fait à la violence et qui nécessite à chaque fois encore plus de violence. Et donc ce qui est hyper intéressant à ce moment-là, c'est que le texte lui-même devient une expérience du libertinage, à la fois avec son aspect érotique ou de plaisir et son aspect intellectuel. Le texte, d'une manière, c'est la leçon, et le lecteur, c'est l'élève. Et c'est aussi un constat que fait Béatrice Didier, encore une fois, dans sa préface. Ce goût de la répétition est peut-être une des manifestations de la vocation pédagogique de l'écrivain. Elle exprime une volonté de déplaire, d'opérer sur le lecteur un lavage de cerveau, ou même de susciter son écœurement. D'une certaine manière, le lecteur donc doit apprendre à comprendre puis à adhérer aux théories libertines qu'il est en train de lire, et en même temps qu'il apprend à justement s'habituer à la violence et donc s'habituer à ces théories et pour finalement y adhérer, c'est le principe du lavage de cerveau, il apprend aussi et surtout à lire entre les lignes. Derrière tous les topoi finalement du roman libertin, on peut se demander ce que dit vraiment Sade et ce que le lecteur est censé réussir à lire
par justement cet apprentissage libertin, qui est un apprentissage du plaisir, donc d'habitude à la violence, et un apprentissage intellectuel, qui consiste à réussir à lire vraiment le fond du texte au-delà de toutes ces scènes de torture et de philosophie libertine. L'humour est vraiment omniprésent dans ce texte, déjà parce que Justine en soi est un personnage qui est très ridicule. On a aussi une forme de comique de répétition avec justement toutes ces répétitions en fait de violences complètement absurdes et toujours poussées au maximum. Et on a des remarques ironiques. Par exemple, lorsque Justine parle avec une autre victime et que cette victime lui dit à propos de leur bourreau actuel, c'est la barbarie de cette idée qui lui procure ce réveil furieux que tu vas lui voir. Il est sur cela comme ces écrivains pervers, dont la corruption est si dangereuse, si active, qu'ils n'ont pour but, en imprimant leurs affreux systèmes, que d'étendre au-delà de leur vie la somme de leurs crimes. Ils n'en peuvent plus faire, mais leurs maudits écrits en feront commettre, et cette douce idée qu'ils emportent au tombeau les console de l'obligation, ou les met la mort de renoncer au mal. Et Justine de répondre « Les monstres, m'écriai-je ». C'est évidemment une remarque très ironique parce qu'elle désigne de façon métatextuelle l'entreprise sadienne et donc par la bouche de ses victimes, Sade se moque finalement de lui-même, du fait qu'il est un écrivain pervers qui ne cherche qu'à encourager finalement le crime. On a aussi des remarques comme « Mais qui peut définir l'âme d'un libertin ?» ou encore lorsque Justine est accusée à tort d'un crime, elle écrit « J'étais entrée dans ce galetas, ne trouvant pas l'endroit cherché, et j'y étais restée assez de temps pour faire soupçonner ce dont on m'accusait, ou pour fournir au moins des probabilités, et on le sait, ce sont des preuves dans ce siècle-ci. » Et donc évidemment, ici c'est Sade qui critique le fait qu'il suffit d'une probabilité ou d'un soupçon pour enfermer finalement quelqu'un, et évidemment il parle ici de sa propre incarcération. C'est la présence de cette ironie dans le texte qui met au jour l'existence d'un double discours qui est donc séparé entre Justine et Sade. Derrière le récit pathétique de Justine, on a le récit érotique de Sade qui cherche, lui, sans cesse à susciter le plaisir. Cette volonté de donner du plaisir, on la voit à travers l'esthétique du tableau. Donc l'esthétique du tableau, c'est quelque chose qui est typique du roman libertin. Le fait que chaque scène, en fait, est une scène. Donc que le but du roman libertin est de peindre véritablement des scènes érotiques et vous avez toujours un vocabulaire de la peinture qui est omniprésent dans ce genre de roman. On le trouve donc par exemple quand Justine arrive en larmes vers un curé pour donc faire tableau pathétique et elle lui dit « Vous me voyez, monsieur ?» On a un libertin qui admire une fille qu'il vient d'attacher et qui, écrit Justine, considère ce tableau et s'en embrase. Elle dit aussi « Je pouvais observer de nouvelles scènes si je l'eusse désiré ». Ou encore, en parlant d'un libertin, peut-être son extase suprême dépendait-elle de ce tableau de mort. Et donc, encore une fois, tout ce vocabulaire de la peinture qui ne cesse de revenir. Donc, elle tâche d'offrir ses esquisses quand elle raconte son histoire, ou encore, elle peint les personnages quand il s'agit de les décrire. Le plaisir du tableau pour le lecteur et du tableau libertin est permis justement par la distance qui est mise entre Sade et le lecteur via le personnage de Justine, qui elle a une voix pathétique et non pas érotique. Mais finalement, dans ce double discours, on a une forme de débordement de la voix de Sade dans celle de Justine, à travers la présence d'un male gaze. Le male gaze, c'est le regard masculin, donc le fait qu'on puisse voir dans la manière dont un personnage féminin est dépeint, par exemple, qu'il est dépeint par un regard ou un biais masculin, sans forcément être décrit par un homme. On trouve plusieurs moments où Justine semble faire preuve justement d'un regard masculin à l'égard des autres victimes féminines du livre. La seconde avait 15 ans, même embarras dans la contenance, l'air de la pudeur avilie, mais une figure enchanteresse, beaucoup d'intérêt dans l'ensemble. Quel intérêt a Justine à ces victimes féminines? La quatrième avait 26 ans, elle était faite comme Vénus, des formes cependant un peu trop prononcées, une blancheur éblouissante, la physionomie douce, ouverte et riante, de beaux yeux, la bouche un peu grande, mais admirablement meublée et de superbes cheveux blonds. On a aussi ce terme à un moment donné qui vous montre vraiment que Justine n'est pas celle qui parle. Clément s'approche, il relève jusqu'au-dessus des reins les vêtements d'Octavie et expose, au moyen de cette manœuvre, les attraits les plus doux, les plus appétissants qu'il soit possible de voir. Le fait même de pouvoir trouver ces attributs appétissants, ça vous dit beaucoup sur la manière dont Justine voit réellement les victimes et sur ce double discours en fait qui est presque confus
entre Sade et Justine. Quand elle réussit à s'échapper d'un de ces endroits horribles, elle tombe devant une fenêtre et elle dit « J'y aperçus beaucoup de lumière, je fus assez hardie pour m'en approcher, par ma position je plongeai. Ma malheureuse compagne était étendue sur un chevalet, les cheveux épars et destinés sans doute à quelque effrayant supplice, où elle allait trouver pour liberté l'éternelle fin de ses malheurs. » Justine ici devient le lecteur même qui se penche à la fenêtre pour voir le tableau qui se dessine devant elle. Elle est dans la position du voyeur et elle est donc dans la position qui est, dans ce roman et dans le libertinage, typiquement masculine. Et puis enfin, toujours en décrivant une femme, c'était une jolie rose pas assez épanouie, mais les dents d'une fraîcheur, les lèvres d'un incarnat, on eût dit que l'amour lui colorait des teintes empruntées à la déesse des fleurs. Ici, dans ces descriptions, on a donc une preuve concrète que c'est le regard de Sade qui se donne à voir et pas celui de Justine, mais on pourrait se demander si ce n'est pas en fait vraiment le regard de Justine, parce qu'on peut se demander finalement à quel point la narratrice de ce roman est fiable et si le lecteur peut, voire doit douter de son honnêteté. On a plusieurs indices dans le livre qui penchent vers cette théorie et donc vers un narrateur qui ne serait pas du tout fiable. Par exemple, à un moment donné, quand une femme, une des rares femmes libertines, lui propose une idée de crime pour qu'elle gagne de l'argent, et Justine justifie le fait qu'elle ait écouté en disant « N'écoutant ici que mon penchant à faire le bien, je demandais tout de suite à la Dubois ce dont il s'agissait. » Puis, alors qu'elle joue le jeu de ce plan et qu'elle fait croire à la Dubois qu'elle va la suivre, cette femme lui dit « Bravo, voilà ce que j'appelle une bonne écolière. Je commence à croire que le ciel t'a donné plus d'art qu'à moi pour le crime. » À côté de ça, on a des moments où sa naïveté semble trop naïve et donc complètement irréaliste. Par exemple, lorsqu'il y a un incendie chez elle et que nous ouvrons notre porte à moitié nue, comme par hasard. Tout ça peut facilement nous mener vers une relecture de tout le roman où en fait Justine, depuis le début, manipulerait totalement son récit et donc utiliserait l'art de la parole pour créer de l'apitoiement ou du plaisir, mais en manipulant finalement son auditoire. Et on a un personnage qui va renvoyer Justine à sa non-innocence. « La première fois de ma vie que je vous vois, c'est au milieu d'une troupe de voleurs qui veulent m'assassiner. Maintenant, c'est dans les prisons de cette ville, accusé de 3 ou 4 nouveaux crimes, et portant, dit-on, sur vos épaules, la marque assurée des anciens. Si vous appelez cela être honnête, apprenez-moi donc ce qu'il faut pour ne l'être pas. » Ce qui se passe au moment où ce personnage dit ça, c'est qu'on arrive à un moment où on se rend compte qu'il est possible que Justine, en fait, nous mente depuis tout le début, et qu'elle prennent part en fait au jeu libertin en racontant ce récit-là. C'est quelque chose qui semble être confirmé 2 pages plus loin, quand elle doit aller rencontrer quelqu'un pour l'apitoyer et qu'elle y va, je cite, parée du mieux qu'il m'est possible, comme si elle y allait dans l'unique but de le séduire. Finalement, on peut se demander si Justine ou les malheurs de la vertu, ce ne serait pas un faux récit de malheur, avec donc la conscience de Justine de à la fois ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Est-ce qu'il y a finalement un plaisir pour la narratrice de raconter ses aventures sous cet angle-là, ou est-ce qu'elle a d'autres objectifs comme celui de plaire à son auditoire ou encore de protéger sa réputation, en disant donc qu'elle a vécu tout ça mais que c'était toujours par la contrainte et donc contre son idéal de vertu. La théorie de Sade avec Justine, c'est donc de montrer l'apogée du mal, de penser une société utopique qui serait fondée sur la liberté totale, une liberté qui permettrait entre autres le vol et le crime, une société utopique qui irait donc contre la morale religieuse qui est de son côté liberticide. Cependant, on peut voir une forme de limite à cette écriture qui ne fait que reproduire à l'infini la domination des hommes sur le corps des femmes. Ce qui apparaît donc comme une subversion religieuse ne fait qu'en réalité exagérer le monde tel qu'il est et tel qu'il existe pour les femmes au XVIIIe siècle. Si vous lisez par exemple les Mémoires de Casanova, donc un libertin du XVIIIe siècle où il raconte en fait ses aventures amoureuses, vous verrez que les femmes dont il parle ne sont pas toujours, voire très rarement consentantes, et qu'on a un libertinage qui se fait totalement du côté des hommes. Le libertinage des femmes existe, en tout cas il est raconté parfois, il est raconté par exemple dans ce roman, mais il reste un fait très rare et un fait de cruauté qui excède le libertinage masculin parce qu'il vient des femmes qui sont censées être vertueuses. Le libertinage reste quelque chose de foncièrement masculin et qui s'affranchit
de tous ces artifices que sont le consentement, mais si on n'en parlait pas à l'époque, mais la volonté des femmes de participer ou non à ces actes libertins. Le fait qu'on connaisse aujourd'hui les agissements de Sade, donc cette affaire notamment des petites filles dont j'ai parlé au début, peut nous conduire aussi à nous demander à quel point Justine tient de la fiction pure et totale. On peut se demander en fait où s'arrête la vérité autobiographique et où commence la fiction, notamment quand on sait, et c'est un fait très dérangeant, que Justine était le surnom donné par Sade à une de ses servantes. Donc est-ce qu'il y a une forme de réalité ? Est-ce que Sade écrivait en prison seulement pour faire quelque chose de son imagination ? Ou est-ce qu'il basait finalement toute cette imagination sur des actes commis qui sont ceux qui l'ont conduit en prison dès le début. Sur la notion de consentement, on a 2 extraits qui sont assez intéressants et surtout assez révélateurs, notamment un libertin qui donc est en train d'expliquer ses énièmes théories à Justine et qui dit « Quel est l'objet de l'homme qui jouit ? N'est-il pas de donner à ses sens toute l'irritation dont ils sont susceptibles afin d'arriver mieux et plus chaudement, au moyen de cela, à la dernière crise ? Crise précieuse qui caractérise la jouissance de bonne ou mauvaise, en raison du plus ou du moins d'activité dont s'est trouvée cette crise. Or, n'est-ce pas un sophisme insoutenable que d'oser dire qu'il est nécessaire pour l'améliorer qu'elle soit partagée de la femme ? N'est-il donc pas visible que la femme ne peut rien partager avec nous sans nous prendre, et que tout ce qu'elle nous dérobe doit nécessairement être à nos dépens ? Et on a un autre libertin plus tard qui lui dira « C'est ma 4e femme, j'en aurai bientôt une 5e, rien ne m'inquiète aussi peu que le sort d'une femme, il y en a tant dans le monde, et il est si doux d'en changer. » Sans vouloir forcément crier à la misogynie de Sade, même si je pense qu'elle est avérée, c'est intéressant de voir à quel point Sade est représentatif en fait de la vision des femmes dans le mouvement même du libertinage, plus largement que dans seulement ce roman-là, et qu'en fait, tous ces discours philosophiques de libertins qui nous sont donnés nous permettent surtout de voir sur quels concepts ou sur quelle base morale sont fondées leurs idées, notamment sur le fait que la femme est un objet qui permet uniquement le plaisir du sujet homme, et surtout que l'absence de plaisir de la femme va de pair avec l'augmentation du plaisir de l'homme. Est-ce qu'on est vraiment, avec le roman sadien, dans un récit subversif, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui finalement se veut subversif mais reste extrêmement conservateur sur énormément d'aspects ? Évidemment, le libertinage n'était pas du tout conservateur à l'époque et c'était quelque chose de très subversif, mais c'est intéressant de voir que même dans la subversion, tant qu'on reste dans une subversion masculine, on reste dans une conservation de tout ce qui a permis en fait cette subversion, et donc tout ce qui était appuyé aussi par la religion de l'époque, le fait que la femme est inférieure à l'homme, le fait que c'est Ève la source du mal, le fait que la femme doit être punie tout simplement parce qu'elle existe et qu'elle ne sert toujours que l'homme, de la même manière que la création d'Ève n'est venue que par volonté de donner quelque chose à l'homme, de donner un compagnon à l'homme. Pour finir, j'aimerais vous parler de 2 livres qui s'inscrivent directement dans l'héritage de Sade et que je trouve beaucoup mieux, très subjectivement, à lire, qui poussent la subversion beaucoup plus loin que ne pouvait ou ne voulait le faire Sade au XVIIIe siècle, et qui sont donc très intéressants parce qu'ils jouent justement de la notion de sadisme, tout en subvertissant aussi ce carcan très misogyne ou patriarcal qu'encourageait encore le libertinage au XVIIIe siècle. Dans le mouvement décadent dont je vous ai parlé et dont je vais beaucoup vous reparler, on a des tonnes de réécritures de Sade, et on a notamment la marquise de Sade de Rachilde. Rachilde, je vous l'ai déjà présentée, donc allez voir ma vidéo sur elle si jamais vous ne savez pas qui c'est, mais Rachilde a écrit donc la marquise de Sade, qui est un récit sadique, mais d'un point de vue féminin. Donc vous avez un personnage féminin qui s'appelle Marie, évidemment, et qui est un personnage très sanguinaire, cruel. Je ne l'ai pas encore lu, donc je me base sur le résumé, mais je connais Rachilde. C'est une écrivaine qui, bon, déjà écrit très bien, mais surtout qui subvertit dans tous ses ouvrages les relations hétérosexuelles et l'hétéronormativité des relations humaines. Donc je sais déjà qu'elle va plus loin que Sade, rien que par le fait d'avoir choisi un personnage féminin, ce qui est quand même hyper intéressant, et ce que Sade n'a fait que pour en faire des personnages de victimes. Donc ici vous avez un bourreau féminin à la fin du 19e siècle
qui vient subvertir totalement la notion même de libertinage et de sadisme pour en faire finalement presque quelque chose de l'ordre de l'empowerment. La subversion de Rachilde, en quelque sorte, ce serait donc une subversion par inversion de la cruauté et de la hiérarchie dans la cruauté qui avait été mise en place par Sade. Le deuxième livre dont je vais vous parler et qui est un de mes livres préférés de cette année, que j'ai lu en février et auquel je pense vraiment tout le temps, c'est Histoire de l'œil de Bataille, que je ne recommande pas à tout le monde parce que c'est très sadien. Ce qui est intéressant dans l'Histoire de l'œil, c'est que vous avez un voyage érotique et sexuel de deux personnages, un adolescent et une adolescente. Et l'adolescent va être mené en fait par cette adolescente qui est un personnage donc féminin qui en fait cherche inlassablement, comme un personnage libertin, à satisfaire tous ses plaisirs aussi loufoque et bizarre et un peu dégueulasse soit-il. Ce qui est hyper intéressant aussi avec ce livre-là, c'est qu'à la fin, vous avez ce que Bataille a appelé ses réminiscences, et dans lesquelles il revient en quelque sorte à la genèse de ce texte. Et ce qui est vraiment hyper drôle, c'est qu'il se met à parler de ses parents et de son enfance, presque en anticipant sur les critiques psychanalytiques qui seront faites de son ouvrage, et qui se moque d'une certaine manière de cette critique en lui disant « Oui, bon, voilà, j'ai écrit ça parce que mes parents... etc. » Donc faites attention évidemment au contenu. Bon, lisez Sade si vous voulez, mais faites vraiment très attention au contenu parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment cru que j'allais vomir en lisant un livre, et j'exagère pas du tout parce que c'est vraiment très très dégueulasse. Et je sais que je parle d'horreur de temps en temps et que je vous dis que j'adore l'horreur, mais là c'est même pas de l'horreur, c'est juste vraiment très dégueulasse. Et c'est juste que des agressions sexuelles à répétition, petit supplément torture, donc c'est vraiment horrible. Donc faites attention. Pour ce livre-là, regardez aussi un peu les trigger warnings si jamais vous avez des sensibilités. Mais ça c'est beaucoup plus intéressant et plaisant à lire que Sade si jamais ce type d'écriture-là vous intéresse, et donc toute la question de l'écriture de la violence, à quoi elle sert, comment elle peut se dire, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'écriture de la violence. Si jamais ça vous intéresse, je vous recommande vraiment à 100% Bataille, qui est un écrivain phénoménal, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. J'ai lu Sade pour vous et ça a été un sacrifice de ma santé mentale, donc j'espère que vous allez apprécier. Mais voilà ce que j'en ai pensé. Si vous avez déjà lu Sade, dites-moi aussi ce que vous en pensez et si vous avez été traumatisé ou non par ces horreurs. C'est une vidéo très longue, là ça fait 1h14 que je filme, donc si vous êtes arrivé au bout, bravo. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.